avril, la nature plonge dans une douce effervescence. Au jardin, la vie s'exprime joyeusement et sous de multiples formes. Partout, ça bourdonne, ça papillonne, ça gazouille, ça verdit, ça fleurit, sans relâche. Je vous emmène en balade dans ce décor enchanteur à la rencontre de passionnés qui vous donneront d'excellents conseils pour aménager vos jardins tout en accueillant la vie extraordinaire qui s'y déploie. Entrez, c'est ouvert! Allez, c'est parti pour une belle émission ensoleillée. Avec toute l'équipe, on avait envie de vous donner la pêche, parce que nos jardins, eh bien, ils en ont bien besoin. Ici, ce mois-ci, on vous parlait de l'esprit de notre jardin, de le respecter, mais aussi des zones aménagées ou de tontes raisonnées. Si on vous donnait des conseils pour améliorer le rendement de votre potager, pour lutter contre le frelon asiatique ou pour améliorer la qualité de votre sol de manière organique. Si on vous parlait de plantes médicinales ou si tout simplement on vous invitait à vous adapter à votre jardin plutôt qu'il ne s'adapte à vous. Voilà le riche programme de ce mois-ci. Alors surtout ne tardons pas. On file tout de suite retrouver Virginie à Solières chez Apiflora. Séverine, on est ici dans ta pépinière, une pépinière de plantes indigènes. Tu nous racontes un peu ce beau projet ? On avait envie d'intégrer des plantes indigènes dans notre jardin. Il y avait très peu de producteurs et donc on a commencé à le faire nous-mêmes. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, ça a du sens. On parle beaucoup de plantes pour les pollinisateurs et ce sont les plantes les plus adaptées aux pollinisateurs puisqu'elles ont coévolué avec. Et pour mieux faire connaître les plantes indigènes, parce qu'il y a une belle diversité, mais parfois elles sont moins connues, plus discrètes aussi dans les milieux naturels. Et donc pour les faire connaître, je mets aussi en avant les usages justement comestibles, médicinaux de ces plantes. Je guide comment les organiser au jardin, enfin voilà, différentes choses à ce niveau-là. Finalement, tu ouvres un peu le champ du jardinage. La fleur n'est plus uniquement ornementale, mais on peut effectivement la goûter, on peut l'observer, la contempler, voir aussi comment elle interagit avec son milieu. Enfin, oui, voilà, c'est plein d'expériences en fait. C'est vraiment tout ça, parce que je trouve que c'est un tel ressourcement aussi d'être au jardin, de pouvoir apprendre à observer, enfin réapprendre à observer. Quand on est toute la journée devant un écran d'ordinateur, on a besoin d'ouvrir un petit peu son champ de vision. Et après, gustativement, il y a des nouvelles saveurs qui entrent comme ça dans les plats petit à petit. Et donc, ça change le quotidien. Oui. Et malgré tout, il y a quand même un réel intérêt esthétique parce que quand on entre dans ta pépinière, on est d'abord étonné par le choix. Il y a une variété ici de fleurs, certaines très jolies. Ici, par exemple, on est devant la petite primevère officinale, le lamier maculé. Là, ici, la silène. Enfin, il y a plein de choses. Silène enflée, par exemple, c'est assez commun, ça, comme fleur? Ah, c'est très, très commun. Il y en a qui l'appellent le coqueret parce qu'on peut s'amuser à faire claquer entre ses doigts les fruits séchés. Et alors, ce qui est peu connu, c'est que justement, c'est aussi une plante comestible. Elle a, on va dire, un goût de petit pois frais. Là, les jeunes feuilles, quand on les consomme, on peut mettre ça dans les salades et ça a un goût de petit pois frais. Ah oui. Et voilà, il n'y a pas de gêne à prendre et à goûter, puisque moi je mets pas de produits phyto, le terreau est bio, vraiment pour qu'on puisse utiliser directement les plantes chez soi. Et alors il y a aussi toute une symbolique autour de ces plantes. Je vois ici par exemple la campanule Réponse. Oui. Il y a un lien avec le personnage de Réponse. C'est ça, la princesse Réponse tire son nom de cette plante, puisque sa mère aimait bien consommer justement des réponses. Donc c'est un légume ancien, on peut manger les feuilles, on peut manger le tubercule. Encore un exemple de fleurs esthétiquement intéressantes, mais aussi intéressantes à d'autres niveaux. Et puis historiquement, c'est chouette aussi de retrouver ça, quoi. Alors toute cette démarche, tu l'appliques évidemment dans ton jardin. J'irais bien faire un petit tour par là pour voir justement ce que ça donne, d'avoir cette diversité de plantes sauvages chez soi. Oui, on va aller voir ça. Allez, on y va. Séverine, on se retrouve donc dans ton jardin et on a devant nous un bel exemple de parterre composé notamment de plantes vivaces et indigènes. C'est ça, donc là il y a un joyeux mélange entre indigène et on va dire ornemental, horticole plus classique. Mais donc la grosse partie ici, et c'est ça qui est vraiment un point important quand on plante, c'est de planter en masse et ça c'est composé donc de monnaie du pape. Et c'est une plante ancienne de jardin, mais c'est une indigène également qui fait des belles hampes fleuries et puis après qui fait des fruits séchés ornementaux. Mais on peut aller voir la suite justement. Donc dans l'état d'esprit du jardin, c'est vraiment de laisser venir ce
qui est en place, les favoriser, parfois introduire des nouvelles. Mais donc ici, on a de l'antrisque qui va faire un beau massif de fleurs blanches. Ici, de l'aspirulodorante. Avec laquelle on fait le métrang. Ouais, voilà, tout à fait. Derrière, un peu d'ail des ours également, parce que voilà, c'est aussi toujours des petits plaisirs de cuisine au jardin. La consoude, là, je la reconnais. Voilà, celle-là, on peut aussi la consommer, mais elle est aussi super intéressante à mettre comme paillage, justement, pour alimenter les plantes en nutriments. Elle attire les bourdons aussi. Ouais. Et les bourdons font exprès il y a un petit trou à la base des fleurs, donc il ne faut pas s'en inquiéter si on voit des trous à la base des fleurs. C'est les bourdons qui sont plus flemmards à ce moment-là et qui vont directement droit au but. Ah oui, malin. Voilà, c'est amusant à regarder, quoi. Puis alors, il y a aussi ici, on a laissé les perce-neige justement finir, on va dire, leur développement et ça habille le pied d'arbre, donc ça protège aussi le pied d'arbre des coups de tondeuse, etc. Ouais. Ici, on a la spirale à aromates et là, j'ai mis quelques aromates plus particuliers, notamment le libanotis, qui est comme un persil vivace. Donc, c'est assez amusant à goûter. N'hésite pas si tu as envie. La spirale, c'est donc un milieu plus sec, en fait. Oui, parce que chez moi, voilà, c'est un milieu, un sol très lourd, relativement argileux, et j'avais envie de mettre des plantes plutôt de sol sec. Donc, il y a aussi de l'origan, du sédum aussi, qui est à la fois comestible, médicinal et mellifère. En tout cas, c'est très très bon ça. Hein. Voilà, t'as goûté. C'est un peu plus fort que le persil, très bon. Un grand merci Séverine pour tous ces bons conseils. Ta démarche est vraiment passionnante. N'hésitez pas à passer faire un petit coucou à Séverine et à découvrir toutes ces variétés indigènes. Ça se passe à Solières, tout près de Huy. Eh bien, c'est une véritable oasis. Tout y pousse avec cohérence, mais aussi avec de la poésie. Que ce soit des arbustes, des fleurs colorées, des minuscules pousses ou de petits buissons. Séverine arrive à respecter l'état d'esprit de son jardin et non l'inverse. Une philosophie qui colle à la tienne, Virginie. Et puis, ce qui est chouette chez Séverine, c'est la circulation du jardin. Plein de zones différentes, et ça se prépare. Notamment au moment de repenser la tonte de son gazon. N'est-ce pas, Virginie ? Au mois d'avril, on a l'habitude de ressortir la tondeuse. Mais si la tonte est importante pour l'esthétique du jardin, elle peut aussi avoir un impact négatif sur nos pelouses. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils pour procéder à une tonte raisonnée de nos jardins. La première chose, c'est de ne pas tondre trop souvent ni trop à ras. Pourquoi ? Eh bien, une herbe trop rase va être beaucoup plus sensible aux rayons du soleil. Elle va aussi se dessécher plus vite, se dégarnir, jaunir. On a pu constater ça durant les épisodes de canicule. Tandis qu'une herbe qui fait au minimum 6 à 7 cm sera beaucoup plus robuste. Elle va avoir un enracinement plus profond et elle va garder un certain taux d'humidité dans le sol. Sur les tondeuses, vous avez d'ailleurs une option pour pouvoir régler la hauteur de tonte. Deuxième élément important, au niveau du sol, il y a toute une vie qui grouille, tous des micro-organismes, des petits insectes qui participent à l'équilibre de votre jardin. Une tonte à ras élimine 70% de cette microfaune, c'est-à-dire si l'impact est important. Et enfin, dans nos jardins, dès le printemps, quantité de petites fleurs sauvages apparaissent spontanément, comme les jolies pâquerettes, les ficaires, les pissenlits et bien d'autres encore. Elles sont essentielles pour les insectes pollinisateurs qui trouvent une source de nectar et de pollen. Évitons donc de passer dessus avec la tondeuse. Le mieux, c'est de les contourner. Ça fera des petites zones naturelles. Ça donne un petit côté peps au jardin. Et puis surtout, ça permet à certaines zones de se développer librement et d'accueillir un maximum de biodiversité. En gros, on tond, oui, mais moins souvent, moins à ras. Et on laisse certains coins du jardin tranquilles où la biodiversité pourra se développer à sa guise. Et puis, c'est une bonne solution pour les gens comme moi, qui préfèrent passer leur temps à contempler le jardin plutôt qu'à y travailler. En parlant de jardin, je pense que tu fonces retrouver Georges. Lui, il n'arrête jamais. Allez, partagez-nous un maximum de précieux conseils. Bonjour Georges. Bonjour Virginie. Ça va bien ? Oui, très bien, merci et toi. Oui, écoute, on va parler des pommes de terre aujourd'hui. Oui, c'est un bon moment pour commencer à planter. Tu veux bien prendre ma latte, s'il te plaît ? Plaisir. C'est parti ? Je prends la fourche, oui, on y va. C'est ici que ça se passe. Oui, c'est ici que ça se passe. Un système tout simple. C'est un copain qui m'a envoyé cette façon de faire. En réalité, c'est un Suisse qui expérimentait cette façon et comme ça marchait vraiment très bien, il l'a mis sur Internet. Alors, c'est tout simple. Les pommes de terre sont posées sur le sol, recouvertes de compost. Par la suite, lors de la culture, on va continuer à couvrir avec de la matière, éviter que la pomme de terre ne vienne au jour, ne verdisse. Et l'arrachage, c'est tout simple.
Donc c'est un minimum de travail. Mais donc tu ne les enfonces pas du tout dans la terre? Non, pas du tout. Tu les poses le long de ta corde? Oui. Ah oui, c'est incroyable. Et donc ça, c'est une latte qui est graduée? Oui. C'est ça? Les lignes ici sont à 35 cm les unes des autres. Comme on met généralement 3 plans au mètre, surtout les 33 cm, j'ai revenu à 35 cm. Bon, c'est tout simple, on est toujours juste comme ça. Bon, bah si c'est simple, allons-y alors. Allons-y. Hein. Et dis-moi, quelle est cette variété de pommes de terre? Gourmandine, c'est une variété hâtive, à chair ferme, durée de culture dans 90 jours plus ou moins. 90 jours. Oui, parce qu'on est au mois d'avril, donc on ne peut pas planter n'importe quelle pomme de terre. Si, on peut tout planter. C'est la durée de culture qui est différente. Une hâtive, c'est généralement autour de 90 jours, les autres, c'est 100, 110, 120, 130 jours. Et alors, bon, il y a un petit germe là. Quand est-ce que tu sais qu'elles sont bonnes à planter? Ben voilà, les petits germes comme ça, c'est parfait. Les petits germes arrivent, et même bon. un peu plus développés, oui. C'est le bon moment. Eh bien maintenant, Virginie, il n'y a plus qu'à mettre le compost. On va couvrir les pommes de terre, oui. C'est ça? Avec cette matière, c'est quoi, Georges? Ça, c'est du compost de broussailles. Donc, c'est les tondées qui ont été broyées qui se compostent. Tandis que l'autre, là-bas, c'est des composts de feuilles et d'herbes. Donc, ce sont les feuilles mortes que je ramasse au mois d'octobre à la tondeuse et qui se compostent. Donc, ils vont servir tous les deux. Et à quoi ils vont servir l'un et l'autre alors ça? Alors, celui-ci, c'est ma préférence pour mettre sur les pommes de terre. Il faut que j'en mette plus ou moins 15 cm d'épaisseur. Et l'autre, il va venir pour combler l'andin. L'andin, donc c'est l'espace qui se trouve entre les deux lignes de pommes de terre. Lignes. Voilà, vas-y. Allez. Non, ça couvre le sol et en même temps, ça va nourrir toutes les pommes de terre aussi lors de leur croissance. Non seulement cette culture est très facile, mais en plus elle est intéressante pour le sol puisque ce substrat est très riche, ça grouille de micro-organismes et ça va nourrir le sol pendant longtemps. Bon Georges, oui. Qu'est-ce que tu vas planter ici à côté de tes pommes de terre? Oh, je vais mettre des petits pois, tout simplement parce que les petits pois, par leurs racines, vont apporter de l'azote, c'est que la pomme de terre raffole, donc on a une belle récolte, mais en même temps ça va protéger mes pommes de terre. Les dorifores n'aiment pas l'odeur du petit pois. Donc, il n'y a plus besoin de pulvériser. Ah, c'est ce qu'on appelle la culture associée. Absolument. Il faudra qu'on creuse le sujet une autre fois. Quand tu veux. Et alors, j'avais une autre question. Ici, au mois d'avril, c'est le moment où les femelles frelons se réveillent. Oui, et j'ai des abeilles. Alors, je vais te montrer parce que je suis en train de les piéger. Ah, bah oui, ça, j'ai hâte de voir ça. Je te suis. Ah, on est sur une info qui pique par ici. Un sujet qui anime Georges, évidemment. On le sait passionné d'abeilles et apiculteur à ses heures perdues. En ville, les abeilles butineuses constituent 80% du régime alimentaire du frelon asiatique et 45% dans les campagnes. Alors même si Georges habite à la campagne, autant être vigilant. C'est donc pour ça qu'il a mis en place un piège. Quel est le réflexe à avoir, Georges, quand on a affaire à un nid chez soi? De l'observer, mais une fois qu'il arrive à la taille d'un pamplemousse, là, il faut prévenir le service environnement qu'on vient de l'enlever. Très bien. Alors attention à ne pas confondre le frelon asiatique du frelon européen, qui lui est très important. Donc, comme on l'a distingué, ce n'est pas difficile. Notre frelon indigène, il est jaune. Il fait plus ou moins 30 mm de longueur. Le frelon asiatique, il est noir avec des pailles jaunes, oui, et il ne fait que 25 mm de longueur. Quel est son rôle au frelon chez nous? Bien, le frelon, c'est comme les guêpes, ce sont des carnivores, donc ils vont consommer des insectes. La différence, c'est que l'asiatique, comme c'est une population énorme, il leur faut énormément de nourriture, donc ils s'attaquent aux ruches, puisque là, ils ont le garde-manger à portée de main. Oui, c'est ça. Donc c'est une espèce qui est devenue invasive, qui a été introduite chez nous en 2016 déjà. Oui. Une des solutions, c'est d'installer des pièges. Oui. Notamment, les apiculteurs ont recours à ce genre de dispositif. Absolument. Comment ça fonctionne, Georges? Eh bien, voilà. Donc, c'est une caisse avec deux entrées, c'est deux espèces d'entonnoirs trapézoïdaux qui ont des ouvertures qui permettent aux insectes butineurs ou autres de sortir. Mais le frelon asiatique, lui, il sait rentrer, mais il ne sait pas sortir. Et notre frelon est trop gros, il ne sait pas entrer. Ah oui, donc c'est vraiment un piège très sélectif. Il est très sélectif. Et comment tu attires le frelon dans ce piège? Eh bien, on va l'amorcer avec un mélange de bière, limonade, vin. Alcoolisé, déjà les abeilles n'aiment pas, donc elles ne viennent pas. Et à côté de la matière sucrée, en été, là, je vais mettre plutôt de la matière carnée, une sardine ou quelque chose de style, puisque les carnivores vont être attirés par ce genre de choses. On voit que ça fonctionne. Il y a quelques individus là qui finissent ont été par mourir de piégés. faim, et de temps en temps, on fait le petit nettoyage. D'accord, très bien. Bon ben voilà, en tout cas, si vous tombez sur un nid de frelons chez vous, faites appel au service environnement de votre région. Ne gérez pas ça vous-même, ça peut être dangereux. Et puis, vérifiez qu'il s'agit bien du frelon asiatique et non du frelon européen qui, lui, est indispensable dans la nature. Ah,
Ça c'est sûr, ne pas s'en occuper seul, ça c'est bien judicieux. Merci Georges. On part chez François pour quelques conseils bien avisés. Comment améliorer son sol? Une analyse du sol vous fournira très certainement des informations sur les besoins spécifiques en matière de nutriments. Et puis un bon engrais pourra rééquilibrer les choses. Donc voilà, nous voici, donc on est en pleine reprise de la végétation, pleine croissance des plantes. On voit les nouvelles feuilles se former, notamment ici sur la haie de charme. Et c'est le moment de renettoyer ces parterres, nettoyer les plantes envahissantes au pied des arbustes et renourrir les plantes pour avoir une bonne croissance et une bonne formation des tiges et des feuilles en cours de saison. Donc afin de nourrir correctement la haie ici en début de saison, je vais utiliser un engrais organique. Donc un engrais organique a la particularité d'avoir une action longue d'environ 100 jours au niveau de la nutrition de la plante et aussi avoir une bonne répartition de l'engrais au niveau de la surface de la haie grâce à la formulation mini-granulée. L'engrais organique aura aussi pour avantage de bien stimuler la vie microbienne du sol. Donc voilà, ici je nourris en donnant une bonne poignée d'engrais par mètre courant. Nous voici maintenant dans une autre zone du jardin. Donc ici, on a des graminées qui ont été récemment taillées. Les graminées ont un besoin important, notamment en azote en début de saison. C'est pourquoi je vais aussi les nourrir avec un engrais organique adapté. Voilà, donc jusqu'à maintenant, on a apporté un apport d'engrais, de fertilisants sur les plantes d'ornement. Mais n'oubliez pas aussi de nourrir votre pelouse au mois d'avril parce que la pelouse a besoin d'être suffisamment densifiée pour être suffisamment belle pendant tout le printemps. J'ai été chercher ici un sac de fibres de bois de châtaignier. La fibre de bois a l'avantage de me servir de paillage, un paillage qui va être très durable dans le temps parce que la fibre de châtaignier se décompose très lentement. Elle est aussi neutre au niveau du pH et elle va permettre d'embellir nos parterres. Donc voilà, ici je vais recharger avec une couche de copeaux de châtaignier, donc qui va vraiment permettre au parterre de rester propre, donc pour empêcher la germination des mauvaises herbes. On remarque aussi que la teinte est claire au départ, mais elle va grisonner et s'adapter à la même teinte avec le temps. Donc ici, j'applique aussi des fibres de bois de châtaignier au pied du charme. Donc cela va permettre aussi d'empêcher la germination de mauvaises herbes, mais ça va aussi permettre de garder une certaine rétention en eau en cas de sécheresse ce printemps ou cet été. Merci François. On change de sujet pour la séquence qui suit, se soigner par les plantes. Alors, ce n'est pas nouveau. Leur vertu était déjà très prisée à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Ces plantes, appelées les simples, étaient cultivées dans les jardins des monastères. Maintenant, elles se retrouvent un peu partout, dans nos jardins à nous aussi. Tu nous en présentes quelques-unes, Virginie ? De nombreuses plantes sauvages du jardin peuvent nous aider à soigner nos petits maux du quotidien. Je vous propose de réaliser 3 soins très simples à faire au départ d'espèces qu'on peut trouver aisément dans nos jardins. Il y a l'ortie, pour son côté hémostatique, l'achillée millefeuille, cicatrisante et décongestionnante, et la violette odorante, antitoussive et expectorante. Attention de toujours bien nettoyer les plantes sauvages avec de l'eau vinaigrée au cas où des animaux auraient uriné dessus. Je vous propose de commencer avec un soin pour freiner les saignements de nez à base d'ortie. Alors on cueille simplement quelques feuilles fraîches d'ortie, cueillez-les par l'arrière de la feuille parce que ce n'est pas urticant. Et puis vous faites simplement une boule et vous allez malaxer les feuilles. Vous allez ainsi obtenir une sorte de jus que vous allez tout simplement mettre sur un petit morceau de mouchoir ou une compresse. Et vous venez simplement l'appliquer dans la narine et laisser agir quelques instants. Le deuxième petit soin que je vous propose est à partir de violettes odorantes. Alors vous partez des fleurs de violette, fraîches ou séchées, c'est même mieux séchées. Cette petite fleur a des vertus antitoussives, on l'utilise en cas d'angine, de maux de gorge, d'affection respiratoire. On met simplement une petite poignée de fleurs dans un filtraté et on verse de l'eau frémissante en laissant infuser à peu près 3 minutes. Et puis voilà, vous buvez cette petite tisane qui en plus sera assez jolie avec cette petite note florale. Le troisième soin se fait à partir d'achillée millefeuille, une plante qui fait des très jolies fleurs blanches. Et la feuille a des vertus cicatrisantes et décongestionnantes. Donc on peut l'appliquer en compresse, on fait une sorte de cataplasme pour soigner les coups, les blessures, les petits bobos des enfants notamment, etc. Et là aussi, tout simplement, on malaxe la feuille assez longtemps. Et on va venir simplement poser la plante sur la blessure ou le petit coup. Éventuellement mettre une compresse au-dessus si nécessaire. Et vous laisser agir aussi quelques instants.
Comme quoi finalement le jardin est une vraie pharmacopée et ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Ça, c'est sûr. Allez, on poursuit notre tour des jardins chez Georges. Un autre Georges, coordinateur du réseau Nature, lui. Il va nous inviter à écouter, observer et s'adapter à son jardin. Alors Georges, on est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Tu nous emmènes dans le jardin de Gilles, qui est membre du réseau Nature, réseau dont tu es le coordinateur. C'est un projet de Natagora. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est ce réseau ? Bien sûr, alors c'est un maillage d'espaces semi-naturels dont l'objectif est d'accueillir la biodiversité dans les jardins. D'accord. Des particuliers, mais aussi des entreprises font partie de ce réseau ? Tout à fait, des écoles. Et donc ce sont des passionnés de la nature dont l'objectif est d'accueillir cette biodiversité à même leur jardin. On est au printemps, hein, Georges, ça y est, ça chantonne dans tous les sens, les petites fleurs sauvages arrivent. On a envie de foncer dans les jardineries, d'acheter pour aménager ses parterres. Mais toi, vous avec le réseau, vous nous invitez peut-être à prendre un peu plus le temps. Et le temps de l'observation est important. En effet, la nature et le jardin sont des espaces ici semi-naturels en constante évolution. L'objectif donc est de pouvoir prendre le temps car la nature n'aime pas la standardisation. C'est ça. Et donc aller dans un magasin par exemple n'est pas vraiment toujours très conseillé pour la nature dans certains cas. Ce sont les aménagements qui doivent s'adapter au jardin et l'humain qui doit aussi un minimum s'adapter au jardin et non l'inverse. Bon alors tout ça c'est une très belle philosophie, mais est-ce que tu as un exemple concret Georges ? Oui bien sûr, on en a un très bon ici, un hôtel à insectes qu'on peut aller voir directement. Allons-y. Ce qui est très intéressant au niveau pédagogique, c'est qu'on peut entre autres voir les petites osmies, donc des abeilles solitaires, qui viennent faire leur nid ici dedans. Cependant, on peut dire que l'hôtel à insectes, à certains niveaux, est une fausse bonne idée. Ah oui. On va dire pour 3 points principaux. Le premier, c'est en termes de biodiversité. L'hôtel à insectes va attirer entre 1 et 3% des insectes qu'on peut retrouver généralement au jardin, ce qui n'est quand même pas beaucoup. À côté de ça, des arbres morts sur pied ou des tas de bois, par exemple, sont beaucoup plus intéressants et peuvent accueillir beaucoup plus d'insectes. Alors le deuxième point, c'est le coût. L'exemple de l'hôtel à insectes est assez criant. Vous pouvez en retrouver des tout faits, très jolis, parfois en grande surface, pas toujours bien faits, à des prix assez exorbitants. Là où il me semble qu'un tas de bois ou un arbre mort sur pied ne coûte pas grand-chose. Alors le troisième point, c'est l'entretien. Un hôtel à insectes demande un certain entretien. Quand vous achetez ou vous réalisez un aménagement, pensez toujours à cela. En effet, en termes d'entretien, vous allez devoir gérer tout ce qui recouvre l'hôtel à insectes, de sorte à ce que toutes les branches ne soient pas mouillées. Vous allez devoir en changer et faire pas mal de petites choses comme ça, qui sont assez précises et pas toujours faciles. Donc, si vous avez un hôtel à insectes, si vous voulez bien le faire, attention de bien réfléchir à ça avant. Mais Georges, est-ce qu'on ne pourrait pas cumuler finalement ces deux approches et se dire je valorise tous mes déchets de taille, etc. pour en faire des tas qui attirent cette biodiversité et en même temps, pour des raisons esthétiques et pédagogiques, parce qu'avec les enfants c'est quand même sympa, j'utilise ce genre d'hôtel à insectes que je peux faire maison aussi, hein, avec de la récup, etc. Est-ce que l'équilibre n'est pas à trouver là, entre ces deux approches ? Tout à fait. Alors, est-ce que tu as un autre exemple à nous donner ? Oui, en effet, Virginie, un exemple très criant, c'est le parterre fleuri qui se trouve juste derrière nous. Ah, on va voir ça de plus près alors. Oui. Le premier réflexe de la plupart des jardiniers, c'est de courir dans les magasins, acheter toutes sortes de jolies fleurs et les installer dans ces petits endroits du jardin. Mais toi, tu proposes autre chose, encore une fois, Georges. En effet, Virginie, on repart tout d'abord sur une posture d'observation. Celle-ci va vraiment nous permettre de constater ce qui peut déjà arriver de façon spontanée. On a par exemple ici du géranium sauvage qui fait déjà de jolies petites fleurs ou de la centaurée là-bas. Ces plantes vont pouvoir nous indiquer sur l'exposition ainsi que le sol que vous avez dans votre jardin. En fonction de ça, vous pouvez évidemment les laisser pousser, mais faire un mélange avec des plantes que vous allez chercher en pépinière en donnant ces différents critères d'exposition et de sol. Plantes évidemment intéressantes en termes de biodiversité, donc indigènes, rustiques et mellifères. Et pour ça, on peut aller s'approvisionner dans des pépinières spécialisées, comme celle de Séverine, la pépinière Apiflora qu'on a vue dans cette émission, et qui nous offre tout un panel de fleurs à la fois jolies, esthétiques, et à la fois utiles pour la nature.
Tout à fait Virginie, ce sont les bonnes pratiques à avoir en début de saison au jardin. Merci beaucoup Georges pour tous ces conseils très inspirants et plein de sagesse aussi qui nous invitent vraiment à mieux nous connecter à toute cette nature. Dans cette émission, on aura encore vu à quel point ce partenariat entre jardiniers et biodiversité peut être porteur. Le jardin est certes un lieu d'esthétisme, de beauté, mais c'est aussi un endroit ressourçant, c'est un lieu nourrissant, un lieu soignant. Essayons dans nos pratiques de travailler davantage en partenariat avec tout ce vivant, cette nature extraordinaire qui nous entoure. On se retrouve bientôt et profitez bien de ce beau printemps. Waouh! Quelle conclusion Virginie! Alors, que rajouter à ça? Peut-être vous inviter à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur YouTube. Et puis n'hésitez pas, partagez nos séquences, commentez-les et répandez tous ces bons conseils autour de vous. À tout bientôt! Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner un engrais efficace. Un produit pour fertiliser tous les types de haies, ifs et conifères, les arbres résineux ou les sapins. C'est en fait un engrais organo-minéral enrichi en magnésium, ce qui permet d'éviter le brunissement des aiguilles. C'est un engrais utilisable en jardinage biologique. Pour gagner ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelle est la variété de pommes de terre plantée par Georges et Virginie? Envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!